Et oui, depuis la fin d'Air Guyane, période difficile pour les communes de l'intérieur, les habitants évidemment, mais également toutes les institutions, tous les acteurs qui avaient l'habitude de prendre l'avion pour se déplacer à Saül, Grand-Santi, Maripasoula, Camopi, enfin toutes les communes éloignées du littoral. Pour celles et ceux qui ne remplissent pas les critères afin de bénéficier d'un vol d'urgence, il ne reste que deux options, soit prendre la pirogue, mais la sécheresse actuelle rend les déplacements fluviaux difficiles, soit prendre un hélicoptère avec les coûts que ça engendre. Comment donc maintenir une activité à peu près normale dans ces conditions? Pour en parler, le directeur du parc amazonien de Guyane, Pascal Vardon, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Pascal Vardon. Bienvenue sur Radio Pays. On le rappelle, hein, la zone du parc, elle s'étend dans toute la partie sud de la Guyane, donc quasiment toutes les communes pour qui la desserte aérienne d'Air Guyane était primordiale pour avoir des déplacements relativement rapide, on va dire, pour rejoindre le littoral. C'est quoi déjà le bilan un petit peu général que vous faites de ces dernières semaines pour la conduite de vos missions? À quel point le parc, les agents du parc amazonien sont clairement handicapés par ce qui se passe en ce moment? Bon, clairement aujourd'hui nous sommes en situation de crise, en mode dégradé. Pour rappeler un peu la situation, nous avons 4 communes, 5 communes au total, mais Saint-Élie est une commune un peu particulière pour le parc, mais pour les 4 communes Camopi, Maripasoula, Saül et Papaichton, oui. Eh bien, voilà, le transport aérien est le mode principal de transport, avec une situation particulière pour Saül qui ne dispose pas de fleuve et donc aucune alternative en matière de transport fluvial. Ceci dit, le transport fluvial, et vous l'avez annoncé en introduction, est fortement perturbé par la faiblesse des débits en raison de la sécheresse. Et donc, c'est devenu un mode de transport dangereux. Et on a vu des accidents récemment. Donc, aujourd'hui, pour le parc, pour assurer des liaisons entre le siège qui est à Remire-Montjoly et les délégations territoriales qui sont sur ces communes isolées de l'intérieur, c'est vraiment, vraiment problématique. Et ça nous perturbe pour différentes raisons, mais notamment parce que la plupart de nos activités se font en croisant les équipes. On a des gens des délégations territoriales qui vivent sur le territoire, qui sont eux-mêmes habitants, donc déjà à titre personnel fortement impactés par cette situation d'isolement. Donc des équipes composées d'agents du siège et des agents des délégations territoriales, et même entre délégations des territoriales, c'est pas rare que des agents de Saül viennent renforcer à Maripasoula des équipes pour des missions, des missions naturalistes, des missions d'animation. Événementiel aussi, donc le côté de l'organisation des événements, c'est également un aspect fortement perturbé. À ce titre, on pourrait citer le marché artisanal du Maroni de Maripasoula, à Maripasoula, qui doit se tenir le 11 novembre. Et évidemment, sans visiteurs, sans capacité de fréquentation, c'est un événement qui sera, disons, en petit format, malheureusement. Et je dirais malheureusement parce que la période du Covid a perturbé aussi la tenue de cet événement. Le marché est maintenu malgré tout en format réduit, comme vous l'avez dit, mais en tout cas, il aura bien lieu. Une mobilisation des artisans, des artistes et des artisans amérindiens, bushinangais, créoles, pour promouvoir les savoir-faire artisanaux, artistiques, et pour essayer de maintenir cette promotion de la notoriété du territoire et de ses habitants en matière de savoir-faire et d'art. Oui, parce que normalement, c'est vrai que ce marché artisanal, c'est un des rendez-vous importants, on va dire, de ce début d'année pour les communes de l'intérieur. Vous avez commencé à parler de vos agents, Pascal Vardon. Est-ce que ça vous oblige du coup à concevoir, on va dire, vos missions un petit peu différemment, avec peut-être des temps sur place plus longs qu'auparavant? Est-ce qu'il y a des efforts finalement qui leur sont demandés en quelque sorte? Oui, effectivement, nous avons pris des mesures provisoires, des mesures un petit peu de crise, pour faire en sorte que les agents qui trouvent le moyen, pour lesquels nous trouvons le moyen de les acheminer sur le territoire, ils restent plus longtemps. Et c'est vrai que quand on vient de Remire pour aller à Maripasoula, on va faire déjà un bout de route, on va dormir à Saint-Laurent, on va faire une journée de pirogue. Et il faut que ça vaille le coup, donc on n'y va pas pour 2 jours, on y va pour beaucoup plus longtemps. Et ensuite, ce qui est impératif pour nous, c'est d'arriver à anticiper, c'est-à-dire d'organiser l'émission largement à l'avance. C'est là où nous sommes très très pénalisés.
parce que nous n'avons pas de visibilité sur ce qui se passera dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et notre anticipation sur les missions, c'est souvent même beaucoup plus que ça. Parce que on compose des équipes avec des gens d'origine géographique différentes pour regrouper au même endroit, au même moment, les compétences qui sont nécessaires. Et il faut prévoir à la fois le transport, mais après, ce qui se passe, une fois qu'on est à Maripasoula, il faut aller en forêt, il faut aller sur le fleuve, faire des missions scientifiques, des missions d'animation, de lutte contre l'orpaillage illégal aussi, bien entendu. Et donc, le chemin ne s'arrête pas à Maripasoula. C'est une chaîne, c'est un enchaînement de déplacements dont l'avion était juste un élément. Et bien sûr, il y a l'aller, puis il y a le retour. Donc, les perturbations au retour, évidemment, ça entraîne des perturbations en termes d'organisation du travail et disons de stress aussi pour les agents qui, quand on ne sait pas si on va partir, si on va pas partir, il y a une charge mentale, il y a un petit peu de stress, bien sûr. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio, Pascal Vardon, finalement que faire face à une situation d'urgence et de crise, 1 mois, 2 mois, le parc est capable de le faire, et d'ailleurs c'est le cas pour n'importe quelle autre institution ou acteur qui a l'habitude de travailler en Guyane. On connaît les difficultés qui se répètent dès qu'il s'agit de transport. Par contre, si ça devait durer plus que 1 ou 2 mois, là de votre côté ça risque de devenir particulièrement difficile. Oui, se mettre en mode de gestion de crise pendant une période courte, on sait faire, on sait s'adapter, on l'a fait pendant la période du Covid, mais au-delà de quelques semaines ou quelques mois, forcément il y aura des actions qui devront être annulées ou fortement différé. Vous savez aussi qu'on a des actions possibles en saison des pluies, en saison sèche. On est parc national, on s'occupe de nature, donc il y a une saisonnalité de certaines actions. Bien sûr. Et donc, au-delà de quelques semaines, quelques mois, pour l'instant, on n'a aucune réponse. On aimerait avoir cette visibilité de ce qui va se passer en termes de peut-être nouvelles délégations de services publics, nouvelles compagnies peut-être. Parce que c'est vraiment un élément essentiel de notre manière de fonctionner. Et puis là, j'ai forcément aussi une pensée vis-à-vis des habitants, dont les agents du parc font partie, pour tous ceux qui sont dans nos délégations territoriales. C'est l'alimentation, c'est la fourniture de carburant. Comment on fait si la sécheresse perdure? Là non plus, on n'a pas de visibilité, on ne pourra pas en avoir. Bon, ce matin il a plu à Cayenne, c'est un bon signe, mais il faut quand même attendre que les débits remontent pour circuler de façon plus normale, acheminer du carburant, du fret. Et on est aussi dans une période où, au titre de l'alimentation, on est en crise de production du manioc depuis 2 ans. Donc voilà, il y a des signaux d'inquiétude. On aimerait avoir des signaux positifs pour s'inscrire dans une démarche de réorganisation, de normalisation de notre activité, puis de notre vie courante, tout simplement. Justement, Pascal Vardon, puisque vous parlez des habitants directement sur place, je suppose que ce qui se passe actuellement, c'est un sujet omniprésent dans les discussions que vous pouvez avoir et dans finalement ce qui remonte à la fois de vos agents qui sont sur place, mais aussi de tous les autres habitants. C'est quoi le sentiment actuel qui se dégage quand vous leur parlez en quelque sorte? Moi, je trouve que les agents du parc sont responsables. Ils comprennent bien la situation. On a une pensée pour les agents d'Air Guyane qui ont perdu leur emploi. Air Guyane, c'était vraiment un partenaire de tous les jours. On utilisait beaucoup les services d'Air Guyane. Ils s'inscrivent dans cette nécessité de trouver des modes d'adaptation pour gérer le court terme. Ensuite, ils ont l'habitude de se projeter dans l'avenir et d'organiser ce qui va se passer dans 6 mois. Et là, aujourd'hui, on continue à le faire en faisant l'hypothèse qu'on sera revenu à la normale. Parce que si on fait pas ça et que la normale revient, on serait pas prêt si on n'avait pas pris les devants. Donc vous voyez, on est sur une anticipation de 3, 4, 5 mois, 6 mois. On programme l'année 2024. Évidemment, si on n'avait pas
au rendez-vous un retour à la normale et donc une poursuite des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, ça poserait un grave problème d'organisation et puis d'engagement évidemment de nos agents sur des actions nouvelles. On serait obligé de, comme on dit, lever le pied et pour attendre des temps meilleurs. Mais ça, on a du mal à le faire par nature. L'habitude d'avoir des projets, voilà, un petit peu dans tous les sens. D'aller dire, au mois de mai, il faut qu'on puisse organiser ça. Au mois de juin, il faut qu'on puisse organiser ça. Mais j'espère qu'au mois de mai, au mois de juin, tout sera revenu normal. On est beaucoup en partenariat avec la communauté scientifique, partenariat avec des associations, avec les élus, les communes. Donc un partenariat, ça fonctionne si au même moment on arrive à se retrouver pour une action ensemble. Et donc la programmation est essentielle. Pascal Bardon, vous avez parlé de la DSP, la future DSP, il y a quelques minutes. Le parc n'est pas une organisation politique, mais malgré tout, vous êtes un acteur du développement avec tout ce que ça peut impliquer dans la mise en place de certains projets. Est-ce que vous avez un rôle à jouer en quelque sorte dans les débats actuels qui concernent l'enclavement, le désenclavement des communes isolées? Est-ce que le parc défend une vision finalement à ce niveau-là? En tout cas, nous sommes un usager important, oui. Un usager collectif. Nous connaissons les contraintes de la route. On voit bien ce que coûte l'entretien d'une route jusqu'à Apatou vers l'ouest, jusqu'à Saint-Georges à l'est. Et on connaît les distances qui sont à parcourir, donc il nous semble que l'avion et le transport fluvial sont une bonne combinaison qui nous permettent de satisfaire la plupart des besoins et qui sont à la portée, disons, des budgets qui peuvent être mobilisés pour ça. Après, nous, on n'est pas un acteur du désenclavement. On n'est pas opérateur de travaux routiers. Et on sera très attentif évidemment à ce qui va être annoncé parce que on dépend complètement de ce désenclavement des communes de l'intérieur. Là, très très concrètement, comment est-ce que ça se passe pour vous pour aller dans les communes du Maroni, de l'Oyapock, à Saül? Il n'y a plus que l'option de la pirogue et aussi un petit peu de l'hélicoptère. Mais vous me disiez juste avant d'entrer en studio que la DGAC avait mis les points sur les i, on va dire, concernant l'utilisation des hélicoptères. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que l'hélicoptère, nous y avons recours. Oui. Déjà, nous y avons recours pour toutes les missions de lutte contre l'orpaillage illégal qui se sont pas arrêtées. Là, nous avons des budgets dédiés, mais qui sont réservés pour cet objet, de façon à être projetés rapidement sur les lieux d'intervention pour détruire les sites et les installations des garimperos. Mais pour les autres missions, on reste, disons, prudent parce que le financement d'aller-retour en hélicoptère, c'est sur notre budget, donc on peut pas se permettre de prévoir un hélicoptère tous les 3 jours pour satisfaire nos besoins. Et puis dans un hélicoptère, on met que 5 passagers au maximum, c'est limité. En revanche, on a un message très clair de la Direction générale de l'aviation civile que si nous recourons à des avions privés, et il y en a sur le marché, eh bien c'est de location de coques nues et puis prestation de pilotage séparés. On devient transporteur aérien. Ouais. Le parc amazonien n'est pas transporteur aérien, il n'a pas son certificat de transport aérien, et donc ça se fait sous notre responsabilité, et c'est une responsabilité écrasante en cas de difficulté, en cas de sinistre même. Donc les opérateurs publics en tout cas sont très sensibilisés par la DGAC que j'ai cité tout à l'heure pour éviter le recours à ces avions-là. Voilà, parce que c'est une responsabilité qu'on peut pas assumer. Vous avez parlé de vos missions de lutte contre l'orpaillage illégal, de surveillance, on va dire, du territoire de manière un petit peu plus générale. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que la situation actuelle a un impact sur vos missions-là ou pas encore? Vous arrivez à vous en sortir, entre guillemets. Pour la lutte contre l'orpaillage illégal, non, ça n'a pas d'impact. D'accord. On maintient la fréquence de nos missions, nos partenariats avec les gendarmes et avec les forces armées, que ce soit le 9e RIMA côté ouest ou bien la Légion à l'est.
Donc ces missions sont maintenues, l'intensité de la lutte n'est pas du tout impactée. Nous combinons les moyens d'intervention par hélicoptère avec des missions pirogue et à pied, oui. Comme on le faisait depuis toujours. Et voilà, nous avons toujours la même capacité d'intervention sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Et sur les missions scientifiques, on sait que le parc soutient aussi des projets scientifiques, des projets de recherche. À ce niveau-là, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont mis entre parenthèses le temps que la situation s'améliore un petit peu? Alors pour l'instant non, parce que nous avons pu finir des programmes d'inventaire dans l'année 2023. Notamment à Papaicheton. Avec l'atlas dans le cadre de l'atlas de biodiversité communale, effectivement. Nous avons pu aussi faire nos missions régulières sur les hauts bassins, oui. De Maroni, de l'Oyapock, les missions loutre et tapir, les indices kilométriques d'abondance de faune. Ça, on a pu le faire. En revanche, pour ce qui est de la programmation 2024, de toutes ces missions-là, et en particulier quand on mobilise des experts naturalistes extérieurs, et c'est souvent le cas, eh bien là on a des grosses incertitudes et je vais pas vous cacher que oui, il faudrait qu'on obtienne cette visibilité que je demandais tout à l'heure pour être un petit peu rassuré sur la faisabilité de ce qui arrivera en 2024. Est-ce que d'après tout ce qui vous est remonté en ce moment, Pascal Vardon, est-ce qu'une commune, on va dire en particulier, vous inquiète peut-être un petit peu plus qu'une autre? Je pense évidemment à Saül, qui est doublement, on va dire, enclavé, doublement impacté par tout ce qui se passe en ce moment, puisqu'à la différence des communes de l'Oyapock et du Maroni, là l'enclavement il est total. Comment dire, on sait bien que de votre côté, il y a eu tout un travail de fait à Saül pour développer la branche éco-touristique. Est-ce que vous avez des craintes particulièrement, des craintes particulières plutôt à ce niveau-là, que tout le travail que vous avez fait puisse tomber à l'eau en quelque sorte? Effectivement, Saül est un bon exemple, mais le parc amazonien a bien 3 missions et il y a une mission qui relève du développement local, oui. Donc on touche à l'économie locale et les opérateurs, quand ils investissent, eh bien ils attendent de pouvoir revenir sur leur investissement et de pouvoir vendre un service, vendre une production. Alors Saül, c'est l'exemple d'une commune qui a dont l'histoire est marquée par la rue vers l'or, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, l'économie est complètement orientée vers l'écotourisme et nous aidons à ce que cette économie locale puisse prospérer en montant en qualité, en aidant des opérateurs. Oui, mais il faut des visiteurs. Ah oui. Il faut pas d'avion, pas de visiteurs. Pas d'avion, pas de visiteurs. Actuellement, la visite à Saül n'est absolument pas un critère de priorité pour prendre le seul avion qui est maintenu en service, et on comprend pourquoi, puisque les places sont limitées. Mais les opérateurs à Saül dépendent vraiment de la fréquentation. Ouais. Alors, il y aura jamais une fréquentation débridée à Saül. On est sur une petite économie, mais à l'échelle de Saül, 100-150 habitants, l'absence de visiteurs est extrêmement pénalisante. Oui. Dernière question, Pascal Vardon. Malgré tout, il se passe quand même des choses de votre côté. Il y a en ce moment des travaux qui sont menés pour faire évoluer la charte du parc amazonien. Le mois dernier, vous étiez à Camopi pour en discuter. Il s'agit de quoi exactement? Et pourquoi est-ce que vous en parlez surtout en ce moment? On en parle en ce moment parce que on va bientôt arriver à la fin de la période de validité de la charte actuelle. La charte, c'est Mais rappelez-nous déjà ce que c'est et à quoi ça sert. C'est un projet, c'est le projet de territoire qui a été co-construit avec les partenaires du parc. Le parc a été créé en 2007 et dès sa création, dans l'année qui a suivi sa création, il a commencé à préparer sa charte. Sa charte, eh bien, c'est sa feuille de route, en quelque sorte. Sa feuille de route, l'affichage des ambitions que l'on veut sur le long terme et un certain nombre de déclinaisons de la façon d'y arriver. Et cette charte a été validée par les communes, les 4 communes que j'ai citées tout à l'heure, ce qui permet d'ailleurs d'avoir, au-delà du cœur de parc, ouais. Zone de protection forte, une zone d'adhésion qui est la partie des communes qui était prévue comme pouvant rentrer dans le parc sous réserve que les communes adhèrent à la charte. Ouais. Et elles l'ont fait, et c'est pour ça que c'est ce qui donne le périmètre actuel du parc amazonien, avec une surface de zone d'adhésion extrêmement forte. On a 20 000 km² en cœur de parc et 14 000 km² supplémentaires en zone d'adhésion. Alors,
La charte est valable 12 ans. Elle a été validée en 2013, oui. Donc on a un rendez-vous en 2025. Et en 2025, il faut qu'on puisse en présenter l'évaluation. Donc voilà, nous commençons le processus d'évaluation finale de la charte du parc amazonien, ce qui nécessite des réunions, un accord sur la façon dont on oriente cette évaluation. Et c'était l'objet de la réunion à Camopi. On a souhaité le faire sur le territoire. Ça a été un défi logistique, début octobre. Ouais. Donc un rendez-vous pour travailler sur les questions qu'on va poser à l'évaluateur qui sera extérieur au parc, qui aura un regard neutre et qui sera extérieur au parc. Merci beaucoup Pascal Vardon d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directeur du parc amazonien, pour revenir sur ces nombreuses conséquences. Et il y en a beaucoup de l'arrêt, la fin d'Air Guyane sur toutes vos activités partout en Guyane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Bon Bonne journée courage à toutes et tous. Et à bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci.